Bonjour à tous, bienvenue à ce 45 minutes de décryptage sur l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Nous accueillons aujourd'hui pour nous présenter ce dispositif le docteur Laetitia Michelangeli, qui est chef de service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Du côté de Bonjour. Calirel Santé, nous sommes moi-même et Solène Rive, chargée de mission toutes les deux sur les sujets du travail en équipe. Comme d'habitude, pour ces 45 minutes, on va laisser la parole à Laetitia pendant 25 minutes à peu près et vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat et on gardera en fait 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions et on présentera nous les outils et ressources sur le travail en équipe, l'évaluation des pratiques professionnelles en région à la fin de ce webinaire. Et comme tous les 45 minutes, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le revoir en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Alors pourquoi un 45 minutes sur l'accréditation des médecins et des équipes médicales? Donc, comme vous le savez, l'accompagnement des équipes à sécuriser leurs pratiques de communication et de coopération, c'est un des enjeux thématiques de Calirel Santé. Et dans ce cadre, depuis plusieurs années, nous menons différentes actions pour vous accompagner dans vos projets d'amélioration du travail en équipe, donc que ce soit le parcours d'accompagnement collectif renforcé travail en équipe ou différentes actions de sensibilisation, des séminaires, des webinaires et le partage de vos retours d'expérience. Et aussi dans ce cadre, on encourage et on vous encourage à promouvoir ce dispositif auprès des médecins. En effet, au cours des différents séminaires ou accompagnements qu'on a pu mener, on constate qu'il est parfois difficile d'embarquer les médecins dans ces projets, alors que ce dispositif d'accréditation des médecins et des équipes médicales, qui a évolué depuis sa création en 2007, a évolué vers d'un dispositif de gestion des risques vraiment un dispositif plus global d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Laetitia nous le présentera. Et puis également, il met les médecins au cœur de ce dispositif, mais permet également de valoriser le travail en équipe et le travail pour la qualité et sécurité des soins de toute l'équipe, en étant basé sur des activités qui sont menées en routine dans les équipes, comme vous le verrez. Donc c'est vraiment un des leviers pour l'amélioration du travail en équipe et plus généralement pour l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Et donc, on va laisser la parole à Laetitia pour nous présenter l'ensemble de ce dispositif. Donc, je vais arrêter mon partage pour que Donc, tu bonjour, puisses partager à son bonjour tour. à tous. Merci pour cette invitation. Toujours contente de venir vous voir sur des sujets évidemment qui nous tiennent à cœur et donc vous parler plus concrètement de l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est Nous, parfait. on la voit. Alors, j'ai fait une présentation en évidemment en plusieurs parties avec des grandes lignes parce que je pense que c'est important de rappeler les grandes lignes de l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Évidemment, j'imagine que ça posera des questions, mais on y reviendra dans le fil de la conversation, j'imagine. Alors, tout d'abord, il faut retenir que l'accréditation des médecins et des équipes médicales, d'une façon générale et en quelques mots, ça a déjà été presque dit, mais en tout cas, c'est une démarche qui est aujourd'hui inscrite dans la loi et qui confie à la Haute Autorité de Santé la démarche de mise en œuvre de l'accréditation des médecins, mais qui reste une démarche volontaire auprès de ces médecins. Ça vise à améliorer, on l'a déjà dit, la qualité des soins, la qualité des pratiques professionnelles et à renforcer la sécurité des soins. Et c'est vrai que ce dispositif, cette démarche n'a pas arrêté d'évoluer depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et je vais revenir vraiment à ce qu'on demande aujourd'hui. Et on est passé d'un système de gestion des risques pur initialement à vraiment un programme d'amélioration des pratiques. Ce qui est important à retenir sur cette slide, c'est que
On n'est pas seul dans cette démarche. En fait, cette démarche, elle est proposée grâce à des organismes qui sont agréés par la Haute Autorité de Santé. Vous le voyez souvent en termes d'abréviation comme les OA. C'est les organismes agréés pour l'accréditation des médecins et donc qui vont aller proposer des programmes adaptés à chaque spécialité. Et donc, autre chose évidemment importante, c'est que on s'adresse à des médecins et des équipes médicales et tous les mots sont importants, exerçant une spécialité dite à risque en établissement de santé. La spécialité dite à risque aujourd'hui qui sont listées dans un décret, hein, c'est toutes les chirurgies, les médecines interventionnelles, donc par exemple la gastro-entérologie interventionnelle ou la cardiologie interventionnelle, voire la radiologie interventionnelle. Et on a aussi l'anesthésie-réanimation, la réanimation, la médecine intensive réanimation. Et ça, c'est qu'ils soient, évidemment, ces médecins ou équipes en établissement de santé public ou privé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, des incitatifs qui vont derrière, mais quand même, il faut avoir en tête que initialement, dans le privé, il y a un incitatif fort, puisque l'assurance maladie aide les médecins accrédités pour rembourser leur prime, qui parfois est très élevée. C'est comme ça que le programme est né initialement. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, on a dépassé ce constat. Ce qui est important, et c'est les deux dernières lignes de cette diapositive, c'est que ce programme, il vaut développement professionnel continu pour les professionnels accrédités. Il contribue à la certification périodique des professionnels de santé à ordre, donc les médecins en tout cas, et à la certification des établissements de santé. On pourra évidemment y revenir, mais voilà, Noémie Thérien m'avait proposé de pas trop aborder ce sujet-là, même si vous verrez, j'y viendrai quand même. Ce qui est extrêmement aussi important, c'est le petit pouce en l'air, parce qu'en fait, c'est un label qualité que nous ont demandé les associations de patients. Et donc, ils avaient envie que l'accréditation soit encore plus facilement identifiable et visualisée et visible. Et donc, c'est un petit label qualité que l'on a produit suite à des échanges avec eux. Alors, ce qui est important ici, je vous ai mis en pratique, une fois que je vous ai cadré évidemment la démarche dans son ensemble, je vous ai pris un exemple de répartition des rôles entre la Haute Autorité de Santé, les organismes agréés et les équipes ou médecins accrédités. Ici, vous voyez que, par exemple, sur ce qu'on appelle le référentiel socle, donc qui va cadrer en fait la Haute Autorité de Santé, va donner le cap aux organismes agréés pour toutes les spécialités. Et donc, on a écrit un référentiel risque socle. Et donc, c'est des hygiènes générales pour que après, les organismes agréés dans chaque spécialité adaptent ce programme, mais qu'on ait une cohérence d'ensemble sur l'ensemble des spécialités. Donc, on a produit ce référentiel et chaque organisme va l'adapter à sa spécialité, ce qui va donner lieu, là je vous ai mis l'exemple du CEPHAR, qui est l'organisme pour les anesthésistes réanimateurs, et donc ils ont un programme d'accréditation du CEPHAR. Donc chaque médecin anesthésiste réanimateur qui va adhérer au CEPHAR doit prendre connaissance de ce programme pour voir ce que demande l'organisme agréé dans la spécialité. Et puis après, ça va plus loin parce qu'en fait, chaque équipe va adapter son propre programme à la réalité de terrain et bien sûr en tenant compte des orientations données par la spécialité. Donc là, évidemment, c'est pas très lisible sur la diapositive, mais ce que vous devez comprendre, parce que c'est une copie du système d'information de l'accréditation du médecin, le SIAM, dont vous entendrez peut-être parler pour les médecins accrédités ou les établissements qui ont des médecins accrédités, c'est le système d'information que propose la Haute Autorité de Santé pour gérer les médecins et les organismes agréés. Donc c'est une énorme machine, puisque évidemment on trace tout dans cette application et ça donne accès à chaque médecin à son programme individuel, mais aussi au programme équipe s'il est en équipe. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, évidemment, on donne le cap, les organismes agréés adaptent, les équipes adaptent leur programme et donc choisissent les activités qu'ils vont réaliser, disent après ce qu'ils font. Mais inversement, évidemment, c'est un mécanisme vertueux comme on aime bien le citer. Les équipes vont aller retourner vers la spécialité et la spécialité vers la HAS pour finalement faire évoluer tous ces programmes. Donc, d'un programme de gestion des risques initial, on est passé à un programme aujourd'hui qu'on appelle 5 piliers parce qu'on va beaucoup plus loin que, évidemment,
juste initialement déclarer des événements indésirables associés aux soins, les analyser, faire un plan d'action, ce qui était initialement quand même ce qui était très demandé dans l'accréditation. On va aller sur, bien sûr, améliorer la sécurité du patient, qui reste la brique initiale, mais aujourd'hui, on va aller chercher des actions d'amélioration, des activités d'amélioration du travail en équipe. On est là aujourd'hui pour travailler, pour être dans cet atelier sur le travail en équipe. C'est évidemment aujourd'hui un axe fort de l'accréditation. Et même quand on fait une accréditation individuelle, on peut quand même améliorer individuellement la façon dont on va interagir avec son équipe et donc quand même améliorer le travail en équipe. On va avoir un pilier amélioration des pratiques professionnelles, un pilier amélioration de la relation avec le patient, un pilier amélioration de la santé du professionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre en 2026, c'est que l'ensemble de ces briques d'abord fait cohérence pour améliorer globalement les pratiques des professionnels et la sécurité des patients. Et dans la sécurité des patients, améliorer sa santé au quotidien et améliorer la relation patient, ça fait vraiment sens. Et en fait, c'est qui nous permet de faire la complète cohérence avec la certification périodique des professionnels, parce que ces deux activités sont demandées dans la certification périodique et elles n'existaient pas avant 2022 dans l'accréditation. Et donc, on s'est adapté, encore une fois, pour que l'accréditation réponde en fait aux exigences, cette fois-ci obligatoires, et qu'on essaye de faire de la cohérence entre tout cela. Alors, j'aime bien présenter, je ne vais pas rentrer dans le détail des activités parce que ça n'a pas de sens, mais quand même, il faut que vous compreniez que ce qu'on appelle ces piliers, ils sont tous construits de la même façon. En fait, dans chacun des piliers, on va avoir une même logique pédagogique avec une partie cognitive et une partie évaluation des pratiques, évidemment extrêmement importante. Donc, sur le volet cognitif, c'est bien sûr destiné à consolider les connaissances des professionnels et apporter des repères communs fondés sur des données probantes, hein, qui peuvent venir aussi bien des recommandations, mais de retours d'expérience collectifs ou même des enseignements des événements indésirables associés aux soins. Et donc, ça va être porté aussi bien par la Haute Autorité de Santé que par les spécialités directement, que par le local. Et puis, la partie évaluation des pratiques, elle va permettre enfin, elle va viser à analyser les actions réelles des professionnels sur la base d'outils structurés et qui vont être directement liés à leurs pratiques d'exercice. Et donc, c'est vraiment pour valoriser les pratiques déjà mises en œuvre et favoriser la démarche euh, réflexive, constructive qu'on attend pour améliorer la qualité des pratiques et la sécurité des patients. Donc, vraiment, cette organisation, ça va encore une fois permettre d'accroître les compétences des professionnels, d'objectiver leur niveau de maîtrise des pratiques en valorisant les actions déjà régulièrement réalisées dans leur exercice quotidien. Alors, pour illustrer, par exemple, je commence déjà un peu à illustrer la suite enfin, des propos sur finalement le rôle de l'établissement par rapport à des médecins ou des équipes accréditées. Mais là, sur cet exemple-là, donc il y a une activité de protocole qui fait partie des activités qu'on propose dans le cadre de ces différents piliers. Et là, vous voyez qu'un protocole qui serait travaillé par exemple, avec l'établissement de santé, les qualiticiens, la gestion des risques de l'établissement de santé, et ben en fait, elle va pouvoir aller irriguer différents piliers de l'accréditation. Par exemple, sur des protocoles partagés qui vont s'intéresser à l'équipe pluridisciplinaire, à la coordination, etc., le professionnel va pouvoir valoriser ça dans l'amélioration du travail en équipe une autre idée d'un protocole très technique de la spécialité, que la spécialité va dire, il faudrait que vous travailliez sur la mise en œuvre de cette pratique-là. Les praticiens vont pouvoir adapter les protocoles au niveau local et le valoriser dans leur amélioration, le pilier amélioration des pratiques professionnelles sur la base d'un protocole de la spécialité. Et puis, dans le pilier sécurité du patient, par exemple, on va pouvoir travailler à partir d'événements indésirables associés aux soins. Je ne sais pas, rédiger un protocole qui va mettre en évidence des barrières de récupération et d'atténuation d'un événement. Et donc, ce protocole qui aura été travaillé va pouvoir aller alimenter le pilier amélioration de la sécurité du patient.
Voilà, c'était pour essayer de donner un peu d'exemples concrets. Alors, chose importante, vous l'avez compris, c'est un dispositif réglementaire et donc la HAS délivre quelque chose qui donne des droits. Et donc, elle va ici délivrer deux types de choses. Si on est en individuel, elle ne délivrera qu'un certificat d'accréditation individuelle, alors qui a un petit peu évolué. D'ailleurs, je me rends compte en lisant la diapositive que, en fait, on nous a demandé de le faire évoluer de la parce qu'on a trouvé que l'attestation d'équipe était très jolie, donc on a demandé de nous faire évoluer aussi le certificat sur un peu un même modèle. Et donc, voilà, on va dire que le certificat individuel qui donne des droits est aussi avec une forme un peu plus jolie actuellement délivré. Et donc, ce certificat individuel, c'est important parce que c'est celui-là qui vaut une valeur juridique. Et d'ailleurs, il est signé du président de la Haute Autorité de Santé. Et vous voyez ici d'ailleurs que c'est un vieux certificat et je m'en excuse puisque il est signé de Dominique Le Guiludec, l'ancienne présidente de la Haute Autorité de Santé. Et donc je mettrai effectivement aujourd'hui on a un certificat signé du président actuel de la Haute Autorité de Santé. Et donc ce certificat individuel, il vaut encore vraiment développement professionnel continu, c'est-à-dire que le professionnel, il n'a qu'à déposer ce certificat dans ce que demande, alors aujourd'hui la NDPC ou l'équivalent, puisque c'est en train de bouger, mais il n'a pas besoin de faire autre chose pour faire valoir son DPC. Et ça ne vaut qu'en partie certification périodique, parce qu'aujourd'hui on n'a pas cette équivalence dans les textes, même si l'ensemble des activités vont aller alimenter la certification périodique. Et puis, ce qu'on délivre aussi, et ça a été vraiment une forte demande, c'est de valoriser tout le travail en équipe. Et donc, on va délivrer cette fois-ci juste une attestation qui ne donne pas des droits, ça n'a pas de valeur juridique. Cependant, ça permet de faire de la publicité. Aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a pas mal d'équipes qui en font la publicité parce que, en fait, ben, ça leur permet de valoriser le travail de leur équipe médicale, mais pas que, parce qu'en fait, une équipe médicale peut, grâce au système d'information de l'accréditation des médecins, valoriser d'autres professionnels qui ont travaillé avec eux pour avoir l'accréditation, parce que c'est la vraie vie que l'on veut en fait valoriser. Et en fait, ils ont la possibilité, et vous voyez ici en exemple, plein de gens qui ont travaillé avec eux, et ça passe par, ici je vois une IDE de consultation, un cadre secrétaire, un cadre d'hospitalisation, mais aussi d'autres infirmières ou encore des aides-soignants, des kinésithérapeutes, d'autres spécialités qui ne sont pas accréditées. Et donc, on a le neurologue, le médecin infectiologue, on a même dans d'autres cas le médecin hygiéniste. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment valoriser qui a participé à cette démarche d'accréditation. Et ça permet éventuellement à l'établissement de santé après de valoriser différemment ces membres-là. Donc, on en arrive à bah, la suite logique du partenariat gagnant-gagnant entre équipes accréditées et établissements de santé. J'ai écrit accrédité, ça peut être médecin accrédité aussi individuellement. Et je vous encourage à aller retrouver encore plus de détails dans un webinaire qu'on a tourné le 18 novembre où il y a des témoignages de gestionnaires d'OA, d'équipes accréditées, de directeurs d'établissements de santé, de gestion des risques en établissement de santé, privé, public, qui montrent à quel point ce partenariat est gagnant-gagnant entre accrédités et établissements de santé. Encore une fois, la HAS va fixer le cadre, va garantir la qualité, va accréditer les médecins. Les organismes agréés vont accompagner les médecins et proposer des programmes adaptés à leur spécialité. Les médecins vont s'engager d'une façon générale pour améliorer leur pratique et la sécurité des soins. Et en fait, les établissements de santé peuvent soutenir les équipes et intégrer la démarche dans la stratégie qualité de l'établissement. Donc ici, vous le voyez encore plus concrètement. En fait, bah, le médecin qui va faire un certain nombre d'activités, vous l'avez compris, il va pouvoir, lui, revenir donc, dans son équipe pour valoriser son accréditation. Et le service qualité, par exemple, va pouvoir, dans le cadre de la certification des établissements de santé et dans le cadre d'une démarche globale d'amélioration continue de la qualité, récupérer les activités des médecins pour la certification ou le plan d'amélioration de la qualité et la gestion des risques des établissements. Alors après, à titre individuel, le médecin, il va pouvoir faire valoir son DPC ou sa certification professionnelle. Donc, pour le dire encore plus concrètement,
Et là, j'ai plus les exemples. Et ben voilà, j'ai fait sauter mon animation et ça ne passe plus. Et ben c'est pas grave, je vais le dire à l'oral. J'avais quelques exemples euh, de comment finalement le service qualité et les soignants. Ah, ça m'embête de pas avoir la diapositive. Vous me donnez, excusez-moi, 2 secondes. Je vais arrêter le partage 2 secondes. Je suis navrée de ce petit contretemps. J'ai voulu faire mieux et je me suis trompée. Voilà, mais ça va vraiment pas me prendre mon temps. C'est quand même mieux comme ça. Voilà, je repartage tout de suite. Me revoici, me revoilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Super, merci. Désolée de ce petit contretemps, mais c'est Il n'y a quand pas de même mieux souci. avec un peu d'écrit. Donc, l'idée là, c'était d'illustrer ce que peut apporter un service qualité, et ce ne sont que des exemples, et c'est loin d'être exhaustif, avec des soignants qui participeraient finalement à la médicalisation de la démarche qualité en réalisant leur programme d'accréditation. Si je prends l'exemple d'un protocole, j'avais un exemple très concret que notamment Philippe Cabarrot qui travaille dans mon service, qui est gastro-entérologue et qui travaille aussi dans le service à mi-temps. Il dit, ben voilà, nous, comment on s'est emparé de ce sujet-là, par exemple, sur le taux de détection des polypes, pardon, pas des protocoles, des indicateurs sur le taux de détection des polypes. En fait, ils ont vu que ils avaient envie d'aller faire un indicateur là-dessus. Ils ont contacté leurs qualiticiens qui leur ont demandé s'ils avaient des références dans la littérature pour construire ensemble un indicateur. Les gastro-entérologues ont indiqué finalement que la littérature recommandait de suivre le taux de détection, par exemple, des adénomes. Et puis, ben, finalement, les qualiticiens et le DIM de l'établissement de santé qui ont été voir dans le PMSI ont réalisé que bah, c'était pas possible à automatiser parce qu'il n'y avait pas d'indication d'adénome dans le PMSI. Donc ils ont cherché, les gastro-entérologues ont cherché autre chose et finalement ils ont arrivé à se dire que dans la littérature ça existait des taux de détection de polypes et ils ont travaillé là-dessus. C'était retrouvé dans le PMSI. Les qualiticiens ont aidé à formaliser et à recueillir cet indicateur annuellement. Et les gastros s'en servent dans leur programme d'accréditation maintenant dans la valorisation des évaluations de leur activité, évaluation des pratiques. Et donc, c'est vraiment typiquement un partenariat gagnant-gagnant entre les gastros qui ne savaient pas faire seuls, les qualiticiens et le DIM qui ont porté aide, et évidemment, après, charge à la cellule qualité, etc., d'en faire la promotion dans le plan d'amélioration qualité de l'établissement de santé. Je peux donner un autre exemple, par exemple sur un sujet qui revient régulièrement, qui sont les RMM ou les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Le fond de sujet, évidemment, il est par essence médical, avec une analyse médicale demandée, une concertation. Cependant, évidemment, la gestion qualité des risques a son avis à apporter. D'abord, son aide à apporter d'un point de vue logistique, par exemple, mais aussi pour tracer les pistes de décision, pour garder les comptes rendus anonymisés avec la démarche qualité de l'établissement de santé, et puis apporter son aide finalement de systématisation un peu en faisant poser les bonnes questions au médecin qui n'est peut-être pas habitué à la démarche qu'on propose d'analyse approfondie des causes. Et donc, même si dans l'accréditation, les médecins sont accompagnés dans leur démarche et dans leur d'analyse d'événements indésirables associés aux soins, l'ARMM peut être une idée. Voilà. Et donc, vous en avez d'autres, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, vous avez plein d'idées pour faire un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, je voulais aller encore plus concrètement sur 2 exemples avec la checklist au bloc opératoire, sachant que je sais qu'en 2026, Calirel a des actions et que vous allez proposer des actions sur la checklist. Alors pourquoi cette checklist? D'abord, c'est quelque chose, moi, je suis arrivée à la HS en 2013 et je trouve que il y a encore des problèmes en 2026 et j'aimerais qu'on arrive à faire bouger les choses ensemble. Et donc, aujourd'hui, on le sait, c'est pas que la checklist, elle n'est pas utilisée, elle est utilisée partout dans tous les blocs en France. C'est pas le sujet. Mais par contre, elle n'est pas bien utilisée. Et c'est ça qu'on cherche à faire évoluer. Donc, on est passé hein,
d'une démarche à l'époque où il fallait la faire et on se posait pas la question de comment elle était faite. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on a avec une traçabilité quasiment à 100% dans tous les établissements de santé, à aujourd'hui à un second souffle parce qu'on veut que les gens s'approprient et adaptent la checklist. Donc il faut aller au-delà des résistances qui existent, hein, qui sont des résistances culturelles, où certains praticiens doutent encore de son utilité, professionnelle, avec un manque d'appropriation, un leadership assez inégal qui fait que bah, finalement une checklist peut-être générique n'a pas de sens. Et puis des réticences pratiques parce qu'on a encore des personnes qui nous disent ça nous fait perdre du temps, on n'a pas le temps, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas entendre aujourd'hui. Donc, pour faire face à cela, on a vraiment porté un slogan, adapter la checklist pour mieux l'adopter. Et ça, c'est extrêmement important parce que finalement, c'est un peu ce que je vous ai présenté au début. On donne un cadre. Les spécialités peuvent éventuellement euh, adapter. Et donc là, vous voyez le cadre de la checklist derrière, c'est la HAS. Après, les spécialités ont adapté, bonjour Noémie, la checklist à leur spécialité. Et puis, ça a été plus loin pour certaines équipes qui ont adapté localement la checklist. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a un cadre à respecter qui est donné par la Haute Autorité de Santé pour que la checklist, à titre évidemment local, enfin d'adaptation locale, convienne avec évidemment des paramètres indispensables. Mais donc, évidemment, là-dessus, l'accréditation peut jouer un rôle extrêmement important puisque l'équipe accréditée qui aura adapté et été poussée et adapté sa checklist au niveau local et évaluer sa checklist, c'est ce qu'on demande dans le pilier travail en équipe, encore une fois, la checklist qui sera adaptée, évaluée, bien mise en œuvre avec des actions d'amélioration, par exemple des indicateurs de suivi du no-go, eh ben, ils pourront le valoriser et on le rend obligatoire aujourd'hui, pas dans toutes les spécialités, mais dans un grand bon nombre. Et notre idée pour 2026 et 2027 en tout cas, c'est que on arrive à le rendre obligatoire dans ces piliers pour toutes les spécialités. Donc vous voyez que sur la checklist, par exemple, on a encore cette complémentarité importante entre établissement de santé et équipe accréditée. Un autre exemple concret, c'est le pilier relation patient et c'est ISATIS. Bah, évidemment, je sais que vous le connaissez bien, je sais que vous en parlez régulièrement, mais j'aime bien parler de ce pilier-là, d'abord qui est assez nouveau, hein, il faut le dire, pour l'accréditation, vous l'avez compris. Donc c'est quelque chose de nouveau et à chaque fois que j'en parle, moi, et donc on a des sessions où on forme les experts qui accompagnent les équipes. Et donc là, récemment, la semaine dernière, eh ben, les 7 experts autour de la table ne connaissaient pas ISATIS. Donc, alors, si peut-être qu'ils en avaient entendu parler, mais pas plus, quoi. Donc, évidemment, je transmets le message que, en fait, ils ont un double rôle. Déjà, pour eux qui sont accrédités, ils peuvent s'en servir, mais ils vont avoir le devoir de transmettre l'information pour des équipes accréditées ou des médecins accrédités qui chercheraient une action sur ce pilier relation patient. Ben, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour aller plus loin? Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est répertorié, mais en plus, c'est concret. Donc évidemment, on est plutôt sur le MCO plus de 48 heures, la chirurgie ambulatoire, on est sur des spécialités autour du bloc opératoire. Et donc, bon, là, je vous ai rappelé un peu que tout ce qui existe, voilà. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que d'abord, beaucoup de patients répondent, beaucoup de patients laissent des commentaires. Donc, en fait, on va avoir du qualitatif et du quantitatif et qui va potentiellement être adapté à la spécialité ou au service. Comment c'est possible? Ben, en fait, d'abord, l'équipe accréditée, elle a un rôle d'information, évidemment, et d'incitation à répondre au questionnaire que l'établissement va proposer. Plus on sait que le médecin va prendre part à ça et plus ça va marcher. L'équipe accréditée va demander à son établissement à ce que soit renseigné le niveau qui l'intéresse, le service, l'unité, le pôle, c'est pas à moi de le décider, c'est à l'équipe. Donc dans le fichier envoyé à la TIH, au mieux tous les jours, sinon toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en tout cas plusieurs fois par mois. Et surtout, l'équipe va demander à avoir accès à la plateforme de restitution des résultats ISATIS, ou en tout cas organiser la restitution avec le service qualité qui aura l'information
pour dégager des pistes d'amélioration ou d'encouragement pour ses équipes. Et donc, le médecin va pouvoir valoriser dans son programme d'accréditation sur le pilier relation patient ce qu'il a fait, les pistes qu'il a dégagées. Et donc ça, l'expert va pouvoir s'en rendre compte. Et donc l'établissement de santé, ben, on voit bien qu'il a un rôle majeur sur Isatis, puisqu'il organise le recueil des adresses e-mail, l'informe ainsi que les patients à répondre, aide à la restitution par service, valorise dans la certification de l'établissement de santé, parce que évidemment, il ne faut pas oublier et rappeler aux équipes accréditées que, et ça, les qualiticiens peuvent le faire, et avec vraiment beaucoup d'aisance, que toutes les activités réalisées dans le cadre de l'accréditation vont pouvoir être valorisées dans le cadre de la certification des établissements de santé. C'est pas un travail supplémentaire, c'est les mêmes exigences. On va juste demander de travailler peut-être un peu de façon plus cadrée. Finalement, c'est un moyen de médicaliser la procédure de certification, donc donner plus de sens à la certification. Voilà donc en un mot et pour terminer, oser l'accréditation, ça vous irait comme un gant. Vous pouvez passer ce message-là aux médecins qui seraient intéressés. Et donc là-dessus, c'est notre slogan de notre grande campagne d'accréditation. Et ici, vous avez des petites pistes avec des petites vidéos disponibles en replay, évidemment. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup pour cette présentation donc, qui nous montre bien que bah, c'est plus uniquement un dispositif de gestion des risques comme c'était en 2007, mais vraiment un dispositif plus global pour l'amélioration de la qualité, sécurité des soins, vraiment au cœur même des équipes. Donc c'est un levier qui est très intéressant puisque nous, c'est une démarche vraiment qui est défendue à Caliral Santé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on vous propose à tous, on n'est pas si nombreux autour de ce webinaire dans le cyberespace, donc peut-être de rallumer vos caméras, ouvrir vos micros et puis bah, poser des questions si vous en avez. Donc, on avait une question dans le chat, mais Sandrine a trouvé sa réponse en fait au fur et à mesure de l'intervention. Voilà. Est-ce que d'autres parmi vous ont des questions Oui, suite à cette présentation? j'en ai une autre. Vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. très bien. Donc, je suis Sandrine Gros, directrice qualité dans une clinique donc à Nantes. J'ai eu la certification donc en décembre dernier. J'ai travaillé donc avec l'ensemble des chirurgiens de la clinique, notamment les salariés. Donc, ils se sont engagés donc, dans la démarche d'accréditation. Donc, ils se sont inscrits sur la plateforme dédiée. Je me suis engagée donc à les aider et les accompagner dans cette démarche. Donc, je vois bien hein, le lien très fort qu'il y a entre le service qualité et cette démarche d'accréditation. Moi, concrètement, donc j'ai ouvert donc, leurs droits pour compléter donc, cette plateforme. À quel moment il faut alimenter au fur et à mesure de l'année ou c'est un moment précis ou après c'est clôturé? Comment ça se passe de manière très concrète pour Très, l'alimentation? très concrète. Alors, déjà, il faut avoir en tête que notre système d'information, il va évoluer pour être plus neuf. Il a 10 ans, ça fait déjà 2 fois qu'il évolue. Il évolue tous les 10 ans. Enfin, il a été conçu en 2007, il a été revu en 2016 et donc il est revu en 2026. C'est un système assez complexe parce que ça met en relation l'AHS, les organismes agréés et chaque médecin individuellement, mais aussi chaque équipe, sans jamais perdre les droits. Si jamais, ça c'est extrêmement important, si jamais un médecin rentre dans une équipe, mais l'équipe ne fonctionne pas et que l'équipe est dissoute, mais le médecin, il garde quand même tout ce qu'il a fait dans le cadre de l'équipe. Donc voilà, donc c'est un système assez complexe. Donc normalement, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est un travail continu. D'accord. Donc, cependant, donc tout au long de l'année, il peut y avoir euh, un document ou enfin de la formalisation en dehors du système d'information de l'accréditation des médecins qui permet, au moment où on va demander au médecin de faire son bilan, c'est-à-dire D'accord. c'est-à-dire 9 mois après son engagement. Donc en fait, c'est des bilans annuels. Ça leur permet de déclencher leur bilan et ils ont 3 mois pour dire tout ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas remplir, en fait, forcément toutes les activités qu'ils auraient envie de remplir tant que le bilan n'est pas déclenché.
Ça va évoluer, donc je pense que ça sera plutôt malheureusement le nouveau système. On est en train de regarder la date, il serait prêt fin 2026, mais on peut pas faire la bascule fin 2026, il y a trop de bilans, donc ça serait plutôt début 2027. Mais en tout cas, dans pas si longtemps que ça, il va y avoir la possibilité de remplir en continu pour pas être obligé de le faire à côté. Et donc, chaque médecin pourra soit alimenter de son côté, soit ça sera le référent d'équipe qui alimentera pour le compte de l'équipe. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Et surtout, ce qu'on cherche à évidemment pousser, c'est-à-dire cette démarche continue. Parce qu'au départ, ça n'était clairement pas comme ça, hein. Au départ, c'était un bilan annuel et puis voilà, on se posait. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie, ce système d'information de l'accréditation, des choses que vous pouvez entendre qui sont dissuasifs en disant, oh là là, la traçabilité, c'est chiant, excusez-moi de parler comme ça. La traçabilité, voilà, c'est un peu ce qui nous prend trop de temps. L'administration, on en a assez. Mais en fait, factuellement, ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est une fois par an. Cependant, tracer au quotidien toutes les activités quelque part, finalement, ça permettra de tracer dans le système d'information de l'accréditation des médecins beaucoup plus rapidement ce qu'on leur demande. Donc moi, je recommande de ne pas attendre évidemment les 9 mois pour commencer à imaginer ce qu'on va faire, puisque c'est une démarche continue, mais enfin, mettre de côté tous les justificatifs, D'accord. augmenter son dossier. Mais effectivement, alimenter le système d'information de l'accréditation, ça ne peut se faire que 9 mois, Ah trois oui, mois d'accord. avant le bilan, quoi, en fait. Oui, d'accord. Donc là, j'ai lancé, ils se sont engagés là au mois d'octobre-novembre. Il faut que j'attende 9 mois pour qu'ils puissent avoir leur bilan et faire leur bilan, c'est ça. Voilà, pour que derrière, après, ça les Derrière, qu'on empêche puisse pas d'aller alimenter. regarder et faire, alors Mais je peux déclarer travailler des de manière événements. continue avec eux sur l'ensemble des démarches, tout compiler, Voilà. tout Par contre, colliger. ils peuvent déjà parce qu'aujourd'hui c'est pas fait exactement de la même façon, mais ils peuvent déjà déclarer les événements indésirables associés aux Aider soins. le Ça, ils faire. peuvent le D'accord. faire. Ça peut faire Il n'y a effectivement. aucun problème. Ok. J'ai encore une Et question. vous aurez, et excusez-moi, vous aurez pour les aider à terme. On est en train de travailler sur un tableau de bord pour les établissements de santé qui pourront voir où en sont, non pas le contenu détaillé des médecins, parce que ça, c'est pas possible, hein, puisque c'est normalement par finesse, le médecin s'identifie avec une, pas par finesse, par RPPS, par son numéro RPPS. Par contre, vous aurez un tableau de bord qui vous permettra de voir où en sont tous les médecins accrédités de votre établissement de santé, où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche, quand est-ce qu'ils doivent déclencher leur bilan, voilà, pour être encore plus en aide par rapport à ce qu'ils ont à faire. Oui, parce que effectivement, là aujourd'hui, je vais avoir la mission d'un peu de coordonner l'ensemble de C'est ces ça. démarches d'accréditation. Il y a des démarches individuelles par les libéraux qui, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est ancré aussi aujourd'hui dans leur démarche. Et donc les salariés, c'est aujourd'hui, c'est un peu nouveau pour eux. Un peu Donc nouveau. on nous aide également pour tout coordonner, effectivement. Donc c'est une Voilà. bonne nouvelle. J'ai une autre question. J'ai la particularité de mon établissement d'avoir des médecins libéraux, des médecins salariés dans la même spécialité. Est-ce qu'ils peuvent faire une accréditation en équipe en ayant Tout des à fait. libéraux et des salariés? Ça, c'est possible. Tout à fait. Ça, c'est D'accord. alors, nous, on Oui, s'occupe pas de savoir le statut, ok, on s'en fiche. Nous, il d'accord. appartient à une équipe. C'est au référent de l'équipe. Il faut un référent dans une équipe. Sans leader, Voilà. vous le connaissez par cœur, il n'y a pas d'équipe. Donc, il faut un leader dans l'équipe. Et c'est lui qui, dans le système d'information de l'accréditation, va D'accord. dire, bah, j'ai ce médecin-là qui va faire partie de l'équipe et ils vont créer une équipe. Il y a même D'accord. des équipes, sachez-le, une équipe qui travaille sur plusieurs établissements de santé. Ça ne nous pose pas de problème aujourd'hui. Ok. Et comment on peut. Alors, je continue hein, parce que j'ai plein de questions. J'avais hâte de vous rencontrer. Pour valoriser les équipes paramédicales, donc du coup, si j'ai bien compris, il faut les intégrer dans les collaborateurs, c'est ça? Oui, Et oui. ça se présente Au comment? moment du bilan, alors c'est au moment du bilan, le médecin va pouvoir dire, j'ai travaillé en collaboration avec, et c'est à D'accord. lui de saisir toutes les personnes qu'il aurait envie de valoriser et qui sortira donc sur l'attestation que je vous ai montrée. D'accord. Parfait. Je pense que j'ai tout. Je vous ai posé toutes les questions. Merci. Merci Sandrine pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, poser des questions? Moi, je veux bien. Alexandra?
Euh, C'était souvent la difficulté qu'on a, c'est qu'on doit venir en soutien des médecins, mais on ne sait pas trop les attendus en fait pour eux. On n'a pas trop de visuel de qu'est-ce qu'ils doivent remplir, qu'est-ce qui est attendu pour eux. Du coup, on a du mal à les aider en fait. Ah, Alors, j'ai des problématiques. Oui. j'allais dire, première réponse, vous pouvez leur demander de leur, Oui. de leur qu'ils vous expliquent ce qu'on attend d'eux. Deuxième chose, vous avez quand même en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé tous ce qu'on appelle les référentiels risques, donc par spécialité. C'est-à-dire que vous avez les programmes des organismes agréés que donc chaque équipe ou médecin doit respecter pour avoir son accréditation. Après, je regarde si je peux en même temps vous en partager un. Après, vous l'avez compris, le médecin, il va aussi pouvoir rapporter des activités que lui fait et qui correspondraient à une attente du programme, mais qui n'est pas forcément, euh, euh, on va dire, imposée dans le programme de la spécialité. Donc en fait, c'est un cadre. Et après, le médecin, lui, peut valoriser des actions locales qu'il fait parce que ça l'intéresse. Et donc, c'est vraiment cette idée de valoriser des choses qui sont faites dans la pratique de terrain. Donc, en même temps que vous me demandez, j'essaye de voir si je peux vous partager, euh, mais peut-être que je peux répondre en attendant à une autre question. Oui. Mais je vais essayer de vous partager un référentiel et je vous donnerai le lien qui vous montrent déjà, qui peuvent vous donner déjà une idée de ce qui est attendu, en plus de ce que je vous ai dit moi, hein, évidemment. Alors, en effet, il y a une question qui est arrivée dans le chat. C'est donc pourquoi dans le manuel de certification, il n'y a pas d'exigence que le médecin accrédité communique à son établissement les travaux effectués pour son accréditation, car nous peinons à avoir ces éléments. Alors aujourd'hui, il y a quand même un critère qui dit que, notamment, alors c'est sur les événements indésirables, ils disent bien que aujourd'hui, les médecins doivent faire part des actions d'amélioration et des événements qui leur sont arrivés pour alimenter le programme gestion des risques et amélioration des pratiques de l'établissement de santé. Donc, il y a quand même ce critère-là qui est nouveau, hein, et nous, un message aussi qu'on passe aujourd'hui euh, en disant les médecins accrédités doivent contribuer, c'est une évidence, ils font plein de choses, donc ils contribuent à la culture sécurité, au travail en équipe, tout ça est valorisé aujourd'hui dans la certification des établissements de santé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour des En questions du chat. attendant. Moi, je cherche toujours, vous voyez, c'est comme quoi c'est pas si facile de les trouver parce que je Les, cherche toujours mon Laetitia, référentiel. c'est les programmes, en fait, ce qui est intitulé programme sur la Voilà, page. ça y est, je l'ai. Ouais, ça, j'en ai un, enfin. Excusez-moi, ça y est, c'est ça, mais je trouvais juste pas ma page. Alors, je vous partage rapidement, hein, parce que, hop, je pense qu'on a 2 minutes. C'est sur le site de la Haute Autorité de Santé, hein. Donc là, par exemple, vous avez le programme, hop, vous voyez, qui s'appelle CEFAR Accréditation en équipe. Et donc, peut-être que je vais faire un peu plus gros. Voilà, donc le programme est réalisé de manière continue, intégrée à la routine au quotidien, répond à une logique d'ancrage dans l'établissement de santé. Dans le cadre du programme, 5 domaines, les 5 que je vous ai présentés. D'accord? Sécurité du patient, déclaration d'événements indésirables. Ces EIAS sont analysés localement en lien avec l'établissement de santé et idéalement RMM. Donc, vous voyez que on fait le lien systématiquement aujourd'hui avec l'établissement de santé, hein. Il est également attendu que les médecins et équipes détectent des situations à risque, amélioration des pratiques, toute activité cognitive classique, congrès, activité de DPC, formation, liste, toute activité d'évaluation, d'amélioration des pratiques, pertinence, protocolisation de l'activité selon les recommandations, audit, suivi, indicateur, registre RCP. Amélioration de la relation patient, je vous en ai montré une idée. Santé du professionnel, toute activité permettant de présenter la santé des professionnels, travail en équipe, etc. Et puis, en fait, il y a plusieurs actions à valider annuellement avec des prérequis obligatoires. Et donc ça, c'est encore une fois variable selon chaque spécialité, hein. Mais vous voyez que chaque membre de l'équipe doit réaliser au moins une autre action de son choix dans chacun des 5 piliers. Et c'est là que vous allez pouvoir leur demander exactement. Donc,
ils font normalement une synthèse annuelle. Demandez-leur éventuellement s'ils veulent pas le faire enfin, en continu. Ben, c'est pas difficile pour eux d'éditer la synthèse annuelle. Mais en fait, je suis en train de voir que je partage rien du tout. Donc, si j'ai partagé ou je partageais pas? Alors là, on voit maintenant. Bon, bah, désolée, j'ai déroulé toute seule pour moi. Donc, voilà, c'est sur le site de la HAS et je vais vous envoyer le lien dans la conversation. Mais voilà, ce que je viens de vous dire à l'oral, excusez-moi, je pensais que je partageais. Voilà, c'est vraiment écrit dans chaque spécialité avec voilà, le CEFA et toujours ce lien avec l'établissement de santé. Et donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations si vous voulez aller voir vraiment spécifiquement ce que font, ce qui est demandé. Et c'est quand même assez détaillé, hein. Je sais pas si ça répond bien à votre question. Si, en fait, après, c'est que vous avez répondu, chaque année, ils doivent compléter et alimenter une plateforme où ils vont pouvoir donner des éléments de preuve sur chacun des piliers, enfin, des C'est actions ça. qu'ils ont pu mener. Ok. Effectivement, nous, ce qui se passe, c'est que les actions, elles sont faites, mais ils les valorisent pas, ils s'engagent pas Eh ben dans oui, les. En fait, c'est ça qui est dommage pour eux, c'est ça qui est dommage. pour On leur est bien prime. d'accord. Ok. Merci beaucoup du coup pour cette présentation et pour vos questions. Et on arrive en fait au terme de nos 45 minutes de décryptage. Du coup, pour terminer, moi j'ai repartagé mon écran, mais du coup, c'est moi. Ouais, faut que tu changes le mode. Bon, c'est pas grave. Oui, bah non, je sais pas. Je sais pas la main en fait. Du coup, on voulait juste terminer pour vous dire, voilà, sur nous, nos projets travail en équipe, eh bien, on va lancer aujourd'hui même le parcours renforcé collectif d'accompagnement sur le travail en équipe. Et donc, vous allez recevoir par email un appel à candidature si vous avez des équipes qui sont intéressées pour y participer. Et puis, en lien avec ce qui vient de nous être présenté, hein, sur à la fois l'analyse des pratiques professionnelles, le recueil de l'expérience patient. Vous avez dû également recevoir en fait notre invitation à nos rencontres départementales et on commence en fait le 5 février prochain sous forme d'un séminaire réflexif où on travaillera sur l'analyse des résultats en équipe et où est-ce qu'on en est en fait des EPP et puis sur l'analyse des résultats qui comptent pour le patient et la personne accompagnée, comment on peut mobiliser l'existant. Donc en fait voilà ces trois dimensions qui font partie des 5 piliers de l'accréditation des médecins et des équipes médicales dont vient nous parler Laetitia May. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Excusez-moi, le support qu'on a vu là ce midi, là, il sera disponible sur Oui. le site de Calirel? En fait, on met toujours les 45 minutes à disposition en replay avec le diaporama et voilà. Donc, ça sera à disposition dans les prochains jours. Prochain jour. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci À beaucoup. Au bientôt. revoir. Merci beaucoup, À Laetitia. bientôt. À bientôt. Oui. Merci.